Amis lecteurs, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques lectrices quand même qui suivent Guerre et Histoire. On est très heureux de vous retrouver pour cette première présentation en vidéo du magazine. On espère qu'on le fera à chaque fois. Qui sait, peut-être un jour avec des questions-réponses, mais ça, c'est presque de l'Uchronie. L'équipe de Guerre et Histoire n'est pas au complète. Je me présente moi parce que je commence comme ça. Moi, je m'appelle Stéphane Dubray, je suis l'iconographe du magazine depuis ses débuts. Et on est aussi avec Pierre Grimbert, qui est le rédacteur en chef de Guerre et Histoire depuis le début aussi. Et évidemment, on est avec Jean Lepez, qui est notre patron, fondateur et rédacteur en chef du magazine. On avait envie de vous rencontrer par cette vidéo pour vous présenter le prochain numéro, c'est-à-dire le 73. On est déjà au 73. Et surtout, vous parler du dossier, parce que c'est un dossier un peu exceptionnel dans sa forme et dans son fond. Jean, je te passe la parole pour faire un petit montage rapide du numéro 73. Bien, amis lecteurs, bonjour. Donc, le numéro 73 de Guerre et Histoire est bientôt dans les kiosques. Les abonnés l'ont déjà reçu. Moi, les papiers qui me paraissent importants dans ce numéro, en dehors du dossier sur lequel on va s'étendre un petit peu plus, c'est le double témoignage qui a été fait par Olivier Vess et Robert Hugues. C'est intéressant parce qu'on a deux voix de harkis absolument différentes, alors qui racontent des histoires en fait très proches sur la façon dont ils ont interprété pendant la guerre d'Algérie, mais qui portent rétrospectivement des regards diamétralement opposés sur cet épisode absolument déterminant de leur existence. Derrière, nous avons un très joli papier par un spécialiste sur l'histoire des gendarmes au combat. On oublie souvent que la gendarmerie a été également, outre ses fonctions de police, une formation combattante. La guerre de succession de Bretagne, qui évidemment a une importance fondamentale pour les Français de l'Ouest, donc cet épisode de 20 années enchâssé au centre de la guerre de 100 ans qui va pour l'instant préserver l'indépendance, du moins l'autonomie de la Bretagne, mais plus pour très longtemps. Ça nous est narré par David Fiasson, qui est un des meilleurs médiévistes français actuellement. La bataille analysée est également due à un spécialiste alors là, de la guerre contre-insurrectionnelle qui s'appelle Yvan Burel. Yvan Burel qui a énormément travaillé sur les passerelles de la contre-insurrection française entre la guerre d'Espagne sous Napoléon, la conquête de l'Algérie, puis l'expédition du Mexique sous Napoléon III. Et cette fois-ci, Burel nous livre un très joli papier sur le siège de Saragosse en 1809, durant lequel l'armée française a improvisé de façon finalement assez brillante des techniques de guerre urbaine face à un adversaire extrêmement déterminé. Dans la partie boulons et boutons, un papier de Pierre Grimbert qui illustre la nouvelle série que nous avons placée dans le journal, qui est celle des grandes routes militaires. On avait ouvert ça par le chemin des Flandres au XVIe siècle, puis on avait parlé de Pierre, je m'en souviens, c'est le deuxième, celui-là c'est le deuxième, c'est la piste Ho Chi Minh, donc pendant la guerre du Vietnam, qui va être probablement un des secrets de la résistance étonnante des Nord-Vietnamiens pendant cette guerre contre les États-Unis. Et nous en arrivons donc au fameux dossier qui s'intitule « Mourir pour la Crimée, point d'interrogation ». L'idée de départ, c'est les différentes déclarations du président Zelensky qui incluent dans ses buts de guerre maintenant la reconquête de l'ensemble du territoire de la Crimée tel que ce territoire a été dessiné jusqu'en 2014, c'est-à-dire incluant le Donbass et la Crimée. Donc, il est tout à fait possible, en ces temps de contre-offensive ukrainienne, qu'on assiste cette année ou l'année prochaine à une nouvelle campagne de Crimée. C'est une région qui a été ardemment convoitée tout au long des siècles, à la fois par sa position géographique et géopolitique, par sa fonction de carrefour entre les axes nord-sud qui descendent les grands fleuves russes et la mer Noire, et le grand passage qui va du Caucase
jusqu'à la vallée du Danube. C'est un point clé que différentes puissances, on en énumère, c'est absolument affolant. Il y a au moins une vingtaine de peuples et de puissances qui sont succédés en 2001. Donc, le premier article, c'est une présentation géographique et géopolitique de la Crimée. Et le second article du dossier, je vais laisser la parole à Pierre, c'est une guerre qui est finalement extrêmement méconnue et sur laquelle on se trompe souvent. C'est celle que nous appelons assez improprement la guerre de Crimée, qui commence en 1853 et qui s'achève en 1855. Pierre. La guerre de Crimée de 1854 est particulièrement intéressante parce qu'en fait, elle met en face deux armées, une armée russe, l'armée du tsar, Nicolas Ier, et puis une coalition occidentale formée de la France, de l'Angleterre, de la Turquie ottomane, essentiellement avec quand même le soutien de plusieurs puissances occidentales encore, dont en particulier l'Autriche-Hongrie. Donc évidemment, bien sûr, c'est pas sans rappeler des événements récents et encore en cours. Et on voit en fait que cette armée occidentale a toutes les difficultés du monde à s'emparer de la Crimée, notamment de Sébastopol, qui est extrêmement bien défendue. Mais cette affaire-là coûte quand même à la France 90 000 tués sur environ 300 000 soldats engagés. C'est tout sauf négligeable, même si on l'oublie encore aujourd'hui, à part évidemment bien sûr quelques rues de Paris ou sites de la région parisienne. Alors c'est aussi une guerre qui a des ressemblances et des résonances avec l'actualité et la guerre qu'on est en train de vivre en ce moment en Ukraine. Oui, alors comme je disais, effectivement, il y a une coalition occidentale dont les deux piliers sont la France et l'Angleterre. On a cet antagonisme qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui entre un Occident supérieur technologiquement et des Russes qui sont probablement dominés effectivement sur le terrain matériel, mais qui se défendent ardemment et intelligemment. Alors, je voudrais juste ajouter une chose, ce qui me paraît très important et intéressant rétrospectivement, bien sûr, dans cette première guerre de Crimée, c'est le fait que ce n'est pas la bataille, ce n'est pas le combat qui finalement met fin à la guerre. La Russie aurait pu continuer à se battre malgré la chute de Sébastopol pendant très longtemps. C'est véritablement les événements extérieurs au champ de bataille, c'est-à-dire l'isolement diplomatique et les difficultés économiques croissantes qui obligent la Russie à mettre fin à la guerre. C'est un cas de figure extrêmement courant dans l'histoire, hein, comme on le sait. Hein, c'est un des paradoxes centraux que nous cessons de relever dans la guerre d'histoire, c'est que c'est pas souvent la bataille qui met fin à la guerre. C'est souvent des circonstances extérieures. Cette première guerre de Crimée en est un bel exemple. Le troisième papier de ce dossier, c'est un épisode, alors là, pour le coup, qui est complètement oublié, qui est la dernière grande campagne de la guerre civile russe entre les Rouges et les Blancs, et qui a eu pour théâtre précisément la Crimée. C'est là que les dernières armées blanches, celles commandées par Wrangel, ont cédé à une grande partie des forces de l'armée rouge dirigées par Mikhail Frunze. Les ressemblances et différences, j'y reviens un petit peu après. Je représente le quatrième papier. Le quatrième papier, c'est on raconte probablement l'épisode le mieux connu, le plus spectaculaire, le plus dramatique, qui est la conquête de la Crimée par la 11e armée de Manstein en 1941 et le siège et la chute de Sébastopol au début de l'été 1942. Là, on s'étend beaucoup sur cette campagne parce que c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on appelle les défaites glorieuses. C'est la première défaite glorieuse de l'armée rouge qui n'a connu que des défaites piteuses dans ce début de grande guerre patriotique. Et là, elle a fait mieux que résister. Elle a donné un mal fou à Manstein, qui a utilisé les moyens technologiques, notamment de l'artillerie à longue portée extrêmement puissante pour en venir à bout. C'est suivi en 1944 par une reconquête extrêmement rapide de la péninsule par l'armée rouge. Donc, au petit regard rétrospectif à nouveau, en 1854-55, les Occidentaux ne l'emportent que parce qu'ils ont la supériorité navale absolue. Sinon, on n'aurait pas mis le pied en Crimée. Et c'est ce qui leur a permis de maintenir leur effort dans la durée pendant 2 ans. Donc, premier prérequis, il faut une supériorité navale pour espérer conquérir de l'extérieur la Crimée. Deuxième campagne qui vient immédiatement démentir ce que j'ai dit, c'est celle de la reconquête par l'armée rouge en 1920,
où là, l'armée rouge ne dispose pas de la supériorité navale. Ce sont les Blancs qui en disposent, mais elle est largement annihilée par le manque de munitions. En revanche, ce qui permet aux Rouges de l'emporter, c'est une supériorité numérique, alors là, absolument démente, de l'ordre de 12 contre 1 et du même ordre pour l'artillerie, avec des pertes effroyables et en bénéficiant d'un concours de circonstances naturelles assez exceptionnel dans la lagune de la Sivache, ils arrivent à chasser les Blancs. Les campagnes de 41, 42 et 44 ont ceci d'intéressant qu'elles montrent que le nouveau facteur indispensable à la conquête de la Crimée, c'est la domination aérienne. Et là, il faut reconnaître que la Luftwaffe de von Richthofen a fait des miracles, puisqu'en gros, c'est elle qui a décidé du sort de l'ensemble de la péninsule et de Sébastopol en particulier en 41-42. Mais ce sera aussi vrai en 44, où pour la première fois, l'armée rouge dispose à son tour de la supériorité aérienne, balaye les quelques Staffel de la Luftwaffe qui agonisaient dans le secteur et s'empare de la presqu'île. La morale de cette histoire, c'est que aujourd'hui, si l'Ukraine veut récupérer son bien, ce qu'elle estime être son bien, et ce qui est reconnu par les traités internationaux signés notamment par la Russie, il lui faudra disposer ou de la supériorité navale ou de la supériorité aérienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle ne dispose d'aucun des deux atouts. Donc c'est un véritable problème qui se pose à l'armée ukrainienne sur la façon dont ils vont pouvoir récupérer une presqu'île dont nous savons aujourd'hui par les photos satellites qu'elle est extrêmement fortifiée, notamment le fameux isthme de Perekop, cette petite chatière de 8 à 10 km de large qui donne accès de la région de Kherson à la presqu'île. Je termine par le dernier papier qui est une interview de Kevin Lemonnier, qui est un jeune chercheur à l'Institut de géopolitique de Paris 8, que je suis allé interviewer, et qui nous a remis un peu en contexte actuel le problème de la Crimée. Ce qu'il dit est extrêmement intéressant, j'avais encore jamais vu cette analyse nulle part. Il dit que la Crimée n'est pas indispensable à la puissance russe. Il minore son importance géopolitique, il minore l'importance de la base navale de Sébastopol, en remarquant que les Russes possèdent une autre base pas très loin, sur les côtes sud de la péninsule de Taman à Novorossiysk, et qu'elle pourrait très bien servir de substitut, même si elle est un petit peu moins commode d'ailleurs pour les appontages. Mais pour le reste, les Russes ont fait d'énormes investissements sur ce port-là. Donc, ils minorent l'importance géopolitique, et pourtant, et c'est là le grand paradoxe, c'est celui auquel il faut vraiment que nous fassions attention, et pourtant, le prix symbolique de la Crimée ne cesse de monter dans l'esprit des Russes. Lorsque Poutine décide d'occuper une entreprise de subversion finement menée en 2014, la péninsule de Crimée, et de l'annexer, il trouve dans son pays un consensus absolument général. À la Douma, il n'y a qu'un seul député, le fameux Ponomariev, qui a le courage de dire non, ce n'est pas une bonne chose, ça va nous mettre dans des ennuis qui ne vont pas en finir. Donc il est seul à voter contre. Pour le reste, y compris dans les cercles opposants à Poutine, tout le monde est d'accord. Tous les sondages le montrent, les Russes pensent que la Crimée est russe, qu'elle a toujours été russe et qu'elle doit rester russe. Il y a donc une sorte de consensus politique qui est le deuxième problème pour l'Ukraine. Premier problème étant, nous l'avons vu, les difficultés militaires. Deuxième problème, c'est qu'il toucherait à une terre qui est ressentie comme leur par les Russes et qui risquerait d'avoir un effet politique en retour extrêmement négatif pour eux, qui serait celle de refaire consensus de la Russie autour de Poutine pour la préservation de la Crimée. On rentrerait là dans une autre dimension dont toutes les conséquences potentielles sont un peu effrayantes, dans la mesure où acculer une grande puissance nucléaire est peut-être tenté de montrer ses muscles atomiques plus que de raison. Là, on entre sur un territoire extrêmement dangereux, dont on sait à quel point, d'ailleurs, il est un problème à Washington, principal soutien de l'Ukraine, qui ne cesse de freiner les cas de fer, notamment sur la livraison d'une importante flotte aérienne, puisque jusqu'à présent, la coalition des F-16 va accoucher que d'une quarantaine d'appareils, ce qui sera absolument insuffisant pour faire quelque chose de notable. Et les récentes demandes de Zelensky concernant la fourniture de chalands de débarquement, dont le dernier d'ailleurs vient d'être détruit par un missile russe,
ces demandes de chalands de débarquement et de navires beaucoup plus conséquents ont pour l'instant reçu une réponse négative à Washington. C'est donc une affaire que je vous invite, chers lecteurs, à vraiment suivre de très près parce que je trouve que ça va être un nœud de cette guerre qui malheureusement est appelée à durer. Merci Jean, merci Pierre. Donc c'était un dossier un peu particulier parce que c'est le premier qu'on fait depuis la création de Guerre et Histoire, qui est un peu un dossier d'histoire qui éclaire l'actualité avec beaucoup de finesse, qui parle même peut-être du futur. Donc, amis lecteurs, j'espère que tout ça vous a plu. Et si ça vous a plu, évidemment, il faut le partager le plus possible. J'ai juste oublié en commençant que l'équipe de Guerre et Histoire n'était pas au complète, puisqu'on a notre secrétaire de rédaction, Pierre-André Royard, et notre directeur artistique, Bertrand Leport, qui sont sur d'autres chantiers. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain numéro de Guerre et Histoire dans une autre vidéo. À bientôt.